Pierre Lurton, vous qui dirigez Château Cheval Blanc et Château d'Yquem, vous êtes incontestablement un homme du vin. Mais je crois que ça vient en fait de très loin, et puis il y a peut-être plein d'autres choses dans votre univers personnel autour du vin. Est-ce que vous pouvez raconter un peu quel homme du vin vous êtes? Ah, voilà une belle histoire, puisque ça fait maintenant déjà 32 ans que je fais du vin. Et donc je commence à pouvoir, je ne vais pas écrire encore un livre, ni mes mémoires là-dessus, mais j'essaie de me rappeler quel a été le déclic dans cette affaire. Bon, la première chose, m'appelant Lurton, on se rend compte qu'il y a une génétique qui m'a un peu influencé là-dedans. Je me rappelle toujours quand on était petit, le dimanche, on allait manger le poulet dominical dans des places différentes. On traversait Bordeaux, la Benoge, je me rappelle à l'époque on traversait la Benoge, on s'arrêtait chez un pâtissier qui s'appelait Montaudy, ce qui donnait une mauvaise origine au gâteau mais qui était délicieux, et on allait dans le Médoc. On arrivait dans le Médoc, on arrivait à Margaux, à Braine-Cantenac, chez l'oncle Lucien. Et chez l'oncle Lucien, on s'installait au milieu du vignoble de Margaux. Et là, évidemment, c'était un parfait conteur, un parfait viticulteur. C'est un homme que j'admire. Et là, finalement, à la fin du repas, ou même pendant le repas, à dose homéopathique, on avait le droit de boire un petit verre de Margaux. Alors bon, c'était quelque chose qui était quand même très privilégié. Et puis après, le dimanche d'après ou un autre dimanche, on allait dans les Graves, on allait à la Louvière, on allait voir l'oncle André, encore un homme merveilleux qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière et qui m'a beaucoup influencé. Et puis après, on pouvait effectivement avoir le poulet dominical chez mon père, chez nous, où papa est aussi un viticulteur d'entre-deux-mers. Et finalement, j'étais déjà bercé dans ces univers un peu différents de l'entre-deux-mers et puis des crus qui étaient un peu plus valorisés. Et un jour, j'étais en médecine à cette époque-là, je voulais soigner, le contact humain, tout ça était important pour moi. Et puis, bon, je m'étiolais un peu quand même dans mes études et mon père me dit le régisseur de Clos Forté va prendre sa retraite. J'écoute papa, je suis encore en médecine, tout va bien, mais est-ce que je peux aller faire un stage à Clos Forté? Donc je suis arrivé, j'ai été acheter mes bottes à Branne, je me rappellerai toujours, et j'ai été acheter ces bottes, et après il y a eu plusieurs générations de paires de bottes. Je suis arrivé, je suis passé à travers les murs de Saint-Émilion, j'ai traversé la cité, et je suis arrivé à Clos Forté. Et là, ça a été une révélation. J'ai fait ma première vinification à Clos Forté dans cette ambiance de Saint-Émilion. C'était cet endroit absolument merveilleux où j'étais là devant la collégiale, devant les grandes murailles. Tout était en mouvement et il y avait ces murs magnifiques, ces couleurs de calcaire, puisqu'on était sur un terroir argilo-calcaire. Et la révélation du sous-sol se traduisait par ces magnifiques constructions au-dessus. Et puis cet endroit merveilleux. Et là, j'ai décidé finalement de rester. C'était en quelle année? C'était en 80. C'était en 80. 80, il y a maintenant plus de 30 ans, je m'installe à Saint-Émilion avec mon épouse. D'ailleurs, nous avons eu 4 enfants à l'ombre du clocher. Donc vous vivez à Saint-Émilion? Et on vit à Saint-Émilion. Je m'installe à Saint-Émilion, je m'installe à Clos Forté. Et là, finalement, j'essaie de gagner mes galons à Saint-Émilion et je deviens progressivement accueilli par les Saint-Émilionnais, le Lurton le plus Saint-Émilionnais, dans ce premier cru classé, qui était une indivision entre mon père, mon oncle André et mon oncle Lucien. Et Dieu sait si ces situations familiales génèrent des passions, et j'ai vécu ces passions. En fait, je dis toujours, j'ai appris la viticulture, l'énologie avec mes oncles, et aussi ce que j'appellerais la diplomatie. La diplomatie qui m'a beaucoup servi par la suite pour gérer des grandes structures familiales. Et Dieu sait si elle est importante dans la vie de tous les jours et peut-être dans un plan de carrière. Donc voilà comment a commencé ma carrière. Et puis un jour, en 90, Carole, évidemment, pour réussir, il faut avoir une femme qui vous motive, une femme qui soit, je dirais, complémentaire de ce que vous faites, qui me dit, mais est-ce que tu es peut-être capable de travailler pour un autre système que ton système familial? Et alors, chance extraordinaire, Jacques Hébrard
donc grand manager de Cheval Blanc, prend sa retraite. Je m'invite dans ce même salon et je rencontre 3 dames charmantes, Madame de la Barbe, Madame d'Arfeuil et Madame Agnès, et elles me disent: vous venez prendre le thé, Pierre? Je dis: non, je viens pas prendre le thé, j'ai vu une annonce et je suis intéressé par le poste de directeur général de Cheval Blanc. Alors la première me dit: ah, mon petit Pierre, c'est bien, mais vous êtes bien jeune pour le poste, on s'attendait à quelqu'un d'un petit peu plus âgé et avec plus d'expérience. J'ai dit: attendez, j'ai quand même 10 ans de gestion de premier cru classé à Saint-Émilion. Et puis après, la deuxième me dit: quand même, votre nom, Lurton. Alors là, Lurton, il y a du Lurton partout, il y a des propriétés partout, on va confondre Cheval Blanc avec la famille Lurton. Alors, bon, je dis: écoutez, voilà. Et puis la troisième me dit, sous le sceau de l'humour, elle me dit: éventuellement prendre le nom de votre maman, on ne sait jamais. Je dis: écoutez, j'ose même pas vous le dire parce que ça ne va pas arranger les choses, maman s'appelle Lafitte. Alors on me dit: bon, écoutez, là ça ne va pas du tout cette affaire, restons sur Lurton, etc. Et puis j'ai une chance extraordinaire. J'ai reçu un jour ma petite lettre en me disant: voilà, nous vous avons choisi comme manager. J'avais 33 ans. Et à l'âge de 33 ans, je rentre à Cheval Blanc. C'était pour moi, bon, ben, Cheval Blanc, c'est avec Ozone, avec Pétrus, avec tous ces crus merveilleux, on rentre dans le sein du sein, quoi. Et donc, même à un moment, je doute et je leur dis: est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris le bon candidat dans cette affaire? Et là, je fais, grâce à Jacques Hébrard, comme l'a été André Lurton, papa, et comme l'a été André, qui ont été très paternalistes avec moi, s'établit une relation où j'apprends et je continue à apprendre. En fait, je n'ai pas vraiment fait d'études d'énologie. Moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai travaillé les premières années avec Émile Pénaud à Clefortet. Quel bonheur de pouvoir être sur le lieu et d'écouter Émile Pénaud dans sa façon d'aborder les assemblages, dans sa façon de faire passer les messages, dans ces hommes de terrain absolument merveilleux. C'était pour moi la meilleure des formations. D'ailleurs, je suis toujours en formation. Et puis, grâce au Four Colossac, donc je fais 7-8 ans avec toute cette grande famille, qui était une structure familiale que j'ai beaucoup respectée, à qui je dois beaucoup. Et puis finalement, c'est eux qui ont fait la grandeur de Cheval Blanc. Arrive en 98 Albert Fabre, Bernard Arnault qui rachète, je suis racheté avec le tout, et puis finalement ils me disent: Monsieur Lurton, écoutez, vous êtes l'âme de la propriété, vous connaissez, c'est pas notre métier, on vous fait entièrement confiance, prenez donc la direction générale de cette affaire, et voilà. Et donc en fait, j'arrive dans une autre maison, et finalement je sors d'un système familial, et je me rends compte que là il y a quelque chose à faire, puisque je suis avec évidemment la finance, mais peut-être une finance au service de la tradition. Et moi, je suis là pour maintenir cette tradition à Cheval Blanc et continuer à faire et à garder ces lettres de noblesse à Cheval Blanc. Et en plus, la possibilité de jouer avec des gens qui vont vite, qui ont beaucoup de stratégie, qui vous donnent des moyens d'eux. Et donc, à un moment donné, j'essaie de rebondir là-dessus. Ça se passe pas trop mal. On a de bonnes relations. Et puis, en 2004, Bernard Arnault me dit: écoutez, Pierre, est-ce qu'il vous reste le temps pour prendre la présidence d'IKEM? Là, je dis: écoutez, déjà d'être le président d'un premier cru classé, c'est déjà beaucoup dans une carrière de viticulteur, surtout quand on est un grand amoureux des terroirs, quand on est amoureux des grands vins, etc. Mais IKEM, ça ne se refuse pas. Mais je lui ai dit: écoutez, c'est très complémentaire, puisque d'un côté c'est rouge, d'un côté c'est liquoreux, d'un côté on lutte contre la pourriture, de l'autre côté on s'en amuse peut-être plus. Donc je me suis dit, finalement, je vais essayer de faire les deux. Et c'est comme ça que j'ai eu cette chance extraordinaire, grâce à LVMH, grâce à ma famille, grâce à ce parcours, grâce aux Saint-Émilionnais qui finalement m'ont porté et me portent toujours dans leur cœur. J'ai pu monter dans cette carrière et arriver à être ce double président qui finalement, je peux dire que je vis la journée dans les étoiles avec IKEM et Cheval Blanc. Je suis là au milieu de ces crus merveilleux, et puis le soir, finalement, je redescends sur terre dans mon entre-deux-mers natal, dans ma propriété que j'ai créée il y a 10 ans, ou même plutôt que ça, il y a 15 ans, Marjos, où je joue souvent, je dis, le manager comblé, le jeune agriculteur plus ou moins endetté, et donc tous les jours je peux mesurer le doux vertige de cette viticulture bordelaise, de cette région absolument merveilleuse dans sa diversité et dans sa complexité, qui font que chaque château a sa propre personnalité. Et donc pour moi, finalement, c'est une chance extraordinaire. Je me le dis tous les jours, j'ai beaucoup de chance d'être là, dans ce terroir merveilleux, au service d'un vin merveilleux,
où je dis, et j'ai des équipes qui sont formidables, parce qu'en fait, quand on gère 2 premiers crus classés, il faut savoir partager les responsabilités, et j'ai autour de moi des gens qui sont aussi des passionnés. Donc tous les jours, on vit des moments formidables, où on essaie de, je dirais, de ne pas être trop interventionniste, de ne pas trop s'imposer par rapport à tout ça, de ne pas trop s'identifier finalement à la grande réussite de ces lieux. Quand je suis très méchant, je dis surtout faites attention que la grande réussite d'un lieu ne cache pas notre propre médiocrité, il faut faire attention. Et donc être là au service de ce grand vin, c'est une quête merveilleuse, tout en étant parfois au service de l'Argentine, puisque je gère une affaire en Argentine, Quechua des Andes, au service de l'Afrique du Sud, où j'ai un petit côté exotique dans ma vie, qui me permet de prendre du recul par rapport à Saint-Émilion et de me dire que quand même, ici à Saint-Émilion, comme à Yquem, on est dans des lieux privilégiés. Il faut savoir respecter ces lieux privilégiés, qui sont tellement généreux, qui sont des lieux absolument formidables. Donc voilà, ma vie est un conte de fées, où j'ai quand même les pieds sur terre, avec une femme merveilleuse qui m'a fait 6 enfants, et qui me met tous les jours dans la réalité aussi de la vraie vie. Donc c'est ça, je suis dans une espèce d'équilibre, où je suis au sommet, je dirais, de cet art de la vigne et du vin, tout en gardant quand même les pieds sur terre. Merci beaucoup.